Merci beaucoup pour cette introduction. Un plaisir d'être ici. Je ne savais pas très bien si je devais faire le speech en français ou en anglais. Bon, ça va être en français. Donc, bien sûr, je vais parler de deep learning, apprentissage profond. Et en fait, je vais commencer par vous montrer une petite démonstration. Donc, j'ai un laptop avec une webcam que je peux pointer à des objets divers, disons le laptop lui-même, par exemple. Si la webcam veut bien se mettre au point, ce qu'elle n'a pas l'air de vouloir faire. Bon, quand même, elle reconnaît bien que l'image soit floue, malheureusement. Elle reconnaît quand même le clavier, l'ordinateur. Je ne sais pas très bien pourquoi ça ne se met pas au point. Mug, ouais, c'est à peu près correct. Unidentified object. Apple Company, iPhone. En fait, c'est un Samsung Galaxy, mais bon. Personne de Samsung dans l'audience. Donc c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des systèmes de vision entraînés, donc à partir de deep learning. On peut les pointer à des objets divers. Et, alors malheureusement, ça ne marche pas parce que c'est trop flou, pour une raison que je ne comprends pas bien. Mais c'est le genre d'application qu'on peut faire en temps réel qui tourne sur un laptop. Et ce genre de démonstration, ce genre de système, en fait, est déployé très largement depuis quelques années dans des compagnies comme Facebook, Google, Microsoft, Baidu, etc. et sont basés sur les techniques de deep learning. Donc déjà, j'ai démarré par qu'est-ce que c'est que l'apprentissage automatique, machine learning. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont assez au courant de ça, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, alors l'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage supervisé consiste en une opération très simple. On peut voir la machine d'apprentissage comme une espèce de boîte avec plein de boutons dessus. Et on présente une image à la machine et on lui dit c'est un avion. La machine produit une réponse. Et ensuite, si la réponse est correcte, on ne fait rien. Si la réponse est incorrecte, un algorithme d'apprentissage va ajuster les boutons pour que la prochaine fois qu'on montre la même image ou une image similaire, la réponse soit plus proche d'un avion, de la réponse correspondant à un avion. On peut montrer des avions, des voitures, et après quelques milliers ou quelques millions d'exemples de voitures, d'avions et d'autres objets, la machine a ajusté tous les boutons dans une configuration qui fait que les objets sont correctement classifiés. Alors, dans les systèmes réels qu'on utilise en ce moment pour faire de la reconnaissance d'image ou de la reconnaissance de la parole ou de la langue naturelle, typiquement, on a quelques centaines de millions de boutons à ajuster dans ces systèmes-là. Donc c'est vraiment des systèmes de grande taille. On a quelques millions ou quelques milliards même d'exemples pour entraîner, des milliers de catégories. Et reconnaître chaque objet prend quelques milliards d'opérations. Donc le système que je vous ai montré ici, la démonstration, marche à peu près 7 ou 8 images par seconde. Pour reconnaître chaque image, il faut faire environ 5 milliards d'opérations. Donc vous faites tourner ça sur un GPU, c'est la raison pour laquelle ce laptop est gigantesque. C'est un laptop de gamer en fait, avec un gros GPU dedans. Alors d'une certaine manière, l'apprentissage automatique, c'est une forme de curve fitting, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de trouver une fonction compliquée qui passe par des points, les points étant les images pour les entrées et les catégories pour les sorties désirées. Alors on a toujours le problème de savoir quelle complexité de modèle utiliser pour arriver à apprendre à classifier des objets d'une manière particulière. Et en fait, il faut ajuster les complexités du modèle en fonction des nombres d'exemples qu'on a. Une des raisons pour lesquelles les deep learning a émergé récemment est due au fait que ça ne fait que quelques années qu'on a accès à des ordinateurs suffisamment puissants et des bases de données suffisamment grandes pour entraîner des systèmes de grande taille. Jusqu'à présent, en fait, ces techniques existent depuis assez longtemps, mais jusqu'à présent, les bases de données étaient trop petites, excepté pour certains cas spéciaux, et les ordinateurs pas assez puissants. Alors d'un point de vue conceptuel, en fait, cet apprentissage automatique consiste à... Regardez pas les formules, hein, ça fait peur, mais c'est pas la peine de comprendre. L'apprentissage automatique consiste à trouver le minimum d'une fonction, c'est-à-dire ajuster ses paramètres de manière à minimiser l'erreur moyenne que produit la machine. D'un point de vue mathématique, on voit ça comme une minimisation de fonction. Donc on peut voir le système comme se promenant dans un paysage montagneux, disons,
de haute dimension, dans lequel on ne peut pas simplement se déplacer nord, sud, est, ouest, mais on peut se déplacer dans 100 millions de dimensions différentes. Et il faut trouver la direction dans laquelle se déplacer pour faire diminuer la fonction le plus possible. Mais c'est un peu l'algorithme qu'on utiliserait si on était perdu en montagne dans le brouillard et qu'on essayait de chercher la vallée et le village le plus proche. C'est ce qu'on appelle l'algorithme de descente de gradient, simplement. Donc c'est des techniques très simples en fait, de problèmes mathématiques qui existent depuis des siècles. Mais le gros problème est d'entraîner ces machines de manière à ce qu'elles puissent généraliser, c'est-à-dire produire une réponse correcte sur des images sur lesquelles on ne les a pas entraînées. Donc, par exemple, pour reconnaître le concept de chaise, les chaises ont des apparences très très diverses et il n'est pas du tout clair qu'en entraînant la machine sur certains types de chaises, la machine va être capable de reconnaître d'autres types de chaises. Donc c'est un peu ça le gros problème, le problème de la généralisation. Alors classiquement, quand on remonte aux années 50, les méthodes classiques de reconnaissance, de classification, ou disons de reconnaissance des formes, étaient basées sur l'architecture suivante, où on prend une image, on la fait passer par ce qu'on appelle un extracteur de caractéristiques, qui est fait à la main par des ingénieurs de talent. Et le rôle de cet extracteur de caractéristiques est de transformer l'image en un format, disons une représentation qui permet ensuite à un algorithme relativement simple de classifier. En bas, ce que vous voyez, c'est le perceptron, qui est un des premiers systèmes capables d'apprentissage pour faire la reconnaissance des formes, qui à l'époque était un ordinateur analogique, et dans lequel vous voyez ce qui sert de caméra à gauche, ce qui sert d'extracteur de caractéristiques au milieu, qui sont en fait des connexions un petit peu aléatoires. Ça ressemble à une assiette de spaghetti. Maintenant, on remplace ça par ce qu'on appelle du spaghetti code, c'est du code. Et à la fin, le classifieur, en fait, qui est vraiment ce qu'on appelle le perceptron proprement. On peut utiliser ce genre de méthode pour tout un tas de choses, pour faire de la prédiction de séries temporelles, pour faire la reconnaissance de forme, pour faire la reconnaissance de la parole, tout un tas de choses. Donc, ce sont des méthodes très classiques. L'apprentissage automatique, ou les data science, comme on les appelle maintenant, sont utilisés dans tout un tas de situations sur Internet, sur le web, dans l'industrie, dans le gouvernement, etc. Donc c'est très très répandu pour faire du filtrage de contenu, de placer des publicités naturellement, faire des recommandations de produits, etc., etc. L'analyse de sentiments. Et il y a tout un tas de méthodes très classiques qui sont utilisées depuis des décennies pour faire ce genre de méthode. Mais le deep learning, bien sûr, essaie de pousser ça un petit peu plus loin et tend à remplacer le modèle de base dans lequel le premier étage du système est cet extracteur de caractéristiques, donc le modèle qui est en haut. Ces dernières années, il a été remplacé par un modèle classique relativement un petit peu plus sophistiqué, mais les méthodes d'apprentissage profond, en fait, on a remplacé tout ça par une séquence de fonctions, de modules. Et tous ces modules, en fait, sont entraînables simultanément ou séquentiellement, en général simultanément, de manière à ce que la machine entière soit entraînable. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une partie qui doit être faite à la main, conçue par des ingénieurs, toutes les boîtes, en fait, sont entraînables et sont produites par l'algorithme d'apprentissage, entraînées sur des données. Alors malheureusement, ça requiert beaucoup de données étiquetées, mais c'est très puissant, en sens que ces algorithmes d'apprentissage de recherche de minimisation de fonctions, de gradient, ce qu'on appelle gradient stochastique, sont en fait plus efficaces que des ingénieurs humains pour concevoir des systèmes de reconnaissance d'images. C'est un peu désespérant pour des gens qui ont passé leur carrière à essayer de faire le design de ces boîtes, mais c'est un fait. Alors, les techniques de deep learning qu'on utilise maintenant, en fait, sont un petit peu inspirées des neurosciences, de ce qu'on connaît sur le fonctionnement du cerveau et du système visuel en particulier. Mais c'est une inspiration qui est très ténue, on n'essaie pas de coller à la biologie, on essaie de s'inspirer un petit peu de la biologie de la même manière que les concepteurs d'avions s'inspirent des oiseaux. C'est très probablement la possibilité de construire des avions vient du fait qu'on observe les oiseaux qui volent. Et les oiseaux et les avions sont basés sur les mêmes principes, mais bien sûr, les détails sont très différents. Donc c'est un petit peu pareil ici. Les systèmes d'apprentissage profond, qui sont des réseaux de neurones artificiels, sont un petit peu inspirés de la biologie, mais ne collent pas
de très près la biologie, en fait, tous les composants de ces systèmes-là sont justifiés plutôt par l'expérience ou par la théorie, et pas trop par l'analogie avec la biologie. Mais il y a quand même une analogie qui se passe, qui est que le système visuel est hiérarchique, donc le signal qui nous permet de reconnaître les objets avec notre système visuel passe par une série d'étapes qui sont d'une certaine manière fonctionnellement équivalents aux boîtes, aux modules dont je parlais. Et donc il y a cette espèce de hiérarchie. Donc comme je disais, on va s'inspirer de la biologie, mais il y a un exemple fréquent que je cite dans ce cas-là, c'est qu'il ne faut pas trop coller à la biologie, il ne faut pas s'en inspirer de trop, il ne faut pas être hypnotisé par la biologie, ou sinon on prend le risque de se retrouver dans la même situation que Clément Ader. Combien d'entre vous connaissent Clément Ader? Avez entendu parler de Clément Ader? Ok, on voit qu'on est en France. J'aurais posé la même question aux États-Unis, je pense qu'il y aurait peut-être 2 mains qui se seraient levées. Personne ne connaît Clément Ader à l'extérieur de la France. Donc Clément Ader a été le premier à construire un avion qui a décollé sous sa propre puissance, disons. Mais ça n'a pas eu de suite. Et la raison, c'est parce que Clément Ader, en fait, a trop collé à la biologie. Il a essayé de copier les chauves-souris, mais sans vraiment se préoccuper de problèmes de stabilité et de contrôle. Et donc, son effort a été sans suite. Et tout le monde se rappelle des frères Wright, car ils ont été les premiers à faire des avions contrôlables. Donc voilà, la biologie c'est bien, mais il faut la condition d'en sortir. Donc cette idée de hiérarchie en fait est très répandue, non seulement pour les images, mais aussi pour tout ce qui est texte, paroles, etc. Donc la notion que le monde est compositionnel, d'une certaine manière. En fait, il y a une réflexion que j'aime bien, qui a été proposée par mon collègue Jason Eisner, qui est à l'université de Johns Hopkins, à Baltimore. Il dit le monde est compositionnel où Dieu existe. Donc pour la vision en particulier, ces systèmes hiérarchiques permettent un système de vision au bas niveau de détecter des petits motifs élémentaires comme des contours orientés, par exemple. Donc c'est ce qui est représenté ici sur la gauche. En fait, c'est des espèces de visualisation de ce qui se passe dans un réseau de neurones artificiel, un réseau convolutif en l'occurrence. Donc à bas niveau, les motifs qui sont détectés sont des motifs très simples, en fait, des contours orientés. Donc c'est des unités qui vont s'allumer si elles voient un contour orienté à un endroit particulier de l'image. Ensuite, la conjonction de contours dans certains arrangements vont former des motifs un peu plus compliqués qu'on va représenter au milieu. Des cercles ou des coins, des boîtes, des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie, ces motifs sont assemblés pour former des parties d'objets, puis des objets, etc. Donc cette notion de compositionnalité hiérarchique, en fait, est très importante, et c'est ce qui justifie toute l'idée d'utiliser des couches multiples, et donc l'idée d'apprentissage profond. Le profond vient du nombre de couches, simplement. Alors les opérations mathématiques que vont faire ces réseaux de neurones sont très simples en fait à la base. On va construire des réseaux de grande taille, mais qui sont en fait constitués d'éléments très simples, qui font une somme pondérée de leurs entrées. Donc chaque unité à l'intérieur du système en fait prend ses entrées sur une ou plusieurs couches précédentes et combine ces entrées-là en calculant une somme pondérée. Si la somme pondérée est supérieure à un seuil, la sortie est activée, et si elle est en dessous d'un certain seuil, elle n'est pas activée. Donc c'est très simple, ça ressemble un petit peu aux neurones dans le cerveau, mais de manière un peu faible. Et l'algorithme d'apprentissage, donc les boutons qu'on va ajuster, sont les poids dans ces sommes pondérées, qui peuvent prendre des valeurs positives ou négatives. Et donc la fonction de chacune de ces unités est déterminée par la configuration de poids de cette unité. Et on a plusieurs centaines de millions de poids avec lesquels jouer dans une application typique. Alors évidemment, le gros problème là-dedans, c'est quand on a un exemple particulier, par exemple une voiture, et que le système donne la mauvaise réponse, il faut savoir dans quelle direction ajuster tous les poids pour que la prochaine fois qu'on monte cet exemple, la réponse soit correcte, ou en tout cas plus proche de la réponse correcte. Et pour ça, on utilise une méthode de calcul de gradient, pour ceux d'entre vous qui savent ce que ça veut dire,
ce que ça veut dire. Donc, cette méthode s'appelle la rétropropagation, en français, backpropagation en anglais. Elle consiste en fait à propager un signal à l'envers dans cette séquence de modules, de manière à calculer de proche en proche l'influence de chacun des boutons sur la sortie. Et c'est un calcul très simple, en fait, qui est de même complexité que calculer la sortie. Et ça permet de nous dire dans quelle direction et de combien changer tous les poids. Donc dans quelle direction se déplacer pour se déplacer vers le bas de la vallée. Alors ensuite, le second problème est de trouver quelle architecture donner au système. En fait, il y a plein de choix possibles. Et ça nous mène aux réseaux convolutifs. Donc les réseaux convolutifs sont une architecture particulière qui est vaguement inspirée de l'architecture du cerveau. Et, enfin du cortex visuel en particulier. Et basée sur l'idée, en fait, qui date de très longtemps, qui est un travail très classique en neurosciences de Hubel et Wiesel. C'est un travail en neurosciences, en neurophysiologie, en fait, qui a remporté le prix Nobel dans les années 70. Mais le travail date des années 60. Et qui consiste à dire que dans les zones du cortex visuel primaire, qui est derrière le cerveau, où le signal arrive des yeux, les neurones en fait, sont connectés à une petite région du champ visuel et détectent des motifs très simples dans cette région du champ visuel. Et ces motifs sont en fait des contours orientés. C'est-à-dire que chaque neurone va s'activer si ce neurone voit dans sa zone d'influence, dans son champ récepteur, un contour et une orientation particulière. Mais on ne va pas construire ça dans le système, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire au système tel neurone va détecter une orientation. On va laisser l'algorithme d'apprentissage en fait, découvrir ça par lui-même. Alors on va connecter ces neurones de cette manière locale. Donc ce qui est représenté en bas à droite, chaque pixel sur l'image de droite en fait, correspond à la sortie d'un neurone simulé, si vous voulez. Le petit pavé de 25 pixels là, correspond en fait aux valeurs des poids que ce neurone va utiliser pour pondérer les pixels qu'il va combiner sur l'entrée. Et puis la petite fenêtre carrée correspond en fait aux pixels qui sont combinés par ce détecteur. Donc on va mettre plusieurs détecteurs de ce type-là qui vont regarder l'image. Ici, il y en a 4 à la première couche, qui sont suivis de 4 autres qui font une opération un petit peu différente qu'on appelle pooling. Et ces deux, c'est une espèce d'agrégation. Et ces deux couches en fait, correspondent en biologie à ce qu'on appelle les cellules simples et les cellules complexes. Donc voilà une photo de Hubel et Wiesel qui ont un petit peu découvert ces structures du cortex visuel chez les chats et les singes et d'autres animaux. Et bien sûr, il y a plusieurs personnes ont eu l'idée de créer des systèmes simulés pour reproduire un petit peu cette architecture dans les années 70 et 80, en particulier un certain Kunihiko Fukushima, pas de relation avec la centrale nucléaire, qui a créé un modèle qui s'appelait le néocognitron, qui avait cette idée d'avoir des couches multiples, mais il n'avait pas vraiment accès aux algorithmes d'apprentissage qu'on a pu utiliser par la suite. Donc à la fin des années 80, quand j'étais à Bell Labs, dans New Jersey, donc au laboratoire de AT&T, la compagnie de téléphone américaine, j'ai en fait travaillé sur ces premiers réseaux convolutifs qui étaient un petit peu inspirés du néocognitron de Fukushima, mais utilisant ces algorithmes de descente de gradient, d'algorithmes supervisés de rétropropagation. Donc ce qu'on voit ici, c'est une petite animation d'un de ces réseaux qui a été entraîné à reconnaître des caractères. Et chaque pixel, donc les couches ici vont de gauche à droite, et chaque pixel dans chacun de ces panneaux en fait, représente l'activation d'un neurone particulier. Et ce qu'on voit, c'est qu'à mesure qu'on monte dans les couches, la représentation est un peu plus abstraite, on a un peu de mal à vraiment distinguer ce qui se passe. Et à mesure qu'on monte dans les couches, chaque unité en fait, est influencée par une partie de plus en plus grande de l'entrée. Donc vers la dernière couche, qui est en fait l'avant-dernière couche, la dernière couche n'est pas montrée ici, chaque pixel en fait, est influencé par pratiquement l'image entière, et donc peut en fait, encoder un aspect de la forme qui apparaît sur l'entrée. Alors à partir de ces systèmes-là, au début des années 90, on avait construit des systèmes, en fait c'est moi quand j'avais 30 ans, et ça c'est mon numéro de téléphone à Bell Labs, n'essayez pas de l'appeler, il est déconnecté.
Donc c'est une démo qui a été faite au début des années 90, en 91-92. Et donc je tape une touche, la caméra prend une image, passe les caractères à travers un réseau convolutif et puis qui sont reconnus. Et à l'époque, les ordinateurs n'étaient pas assez puissants en fait, pour pouvoir faire tourner ça à cette vitesse, donc on avait implémenté ça sur une carte spéciale à traitement de signal qui était capable d'une vitesse incroyable de 20 millions d'opérations par seconde pour l'époque. Et une chose qu'on a découvert assez rapidement, qui en fait s'est avérée assez cruciale par la suite, c'est le fait qu'on peut entraîner ces systèmes non seulement à reconnaître un seul caractère, mais aussi à reconnaître plusieurs caractères, une chaîne de caractères en fait, sans avoir à séparer les caractères les uns des autres au préalable. Donc les méthodes classiques pour reconnaître les caractères avaient besoin en fait de segmenter les caractères au préalable pour pouvoir les envoyer à un classifieur qui identifiait les caractères individuels. Et ce qu'on peut faire avec ces réseaux convolutifs, c'est appliquer le réseau convolutif à un mot entier, et sans lui préciser où sont les caractères, et il va nous donner en fait, la séquence de caractères. Donc c'est un petit exemple de ça, voilà un petit exemple un petit peu plus amusant. Donc un 6 qui se transforme en un 3, qui se transforme en 5, et ensuite en 7. Donc ça montre un petit peu la manière dont le système peut associer les segments pour former des caractères qui ont du sens, sans qu'il y ait de mécanisme explicite pour ça, en fait, simplement en faisant des multiplications et des additions et des opérations très simples, non linéaires et à plusieurs couches. Donc ça montre un petit peu, ça a montré la puissance de ces méthodes. Et très rapidement, en quelques années plus tard, en fait, on a construit des systèmes qui permettaient de lire des chèques, enfin lire des documents de manière générale, mais en particulier lire des chèques. Et à la fin des années 90, enfin au milieu des années 90, ces systèmes ont été déployés. Et aux États-Unis, ils lisaient entre 10 et 20% de tous les chèques écrits aux États-Unis. Donc les banques avaient des grosses machines qui traitent les chèques automatiquement et qui utilisaient ce système-là pour reconnaître les chèques. Mais malgré ça, ces méthodes sont tombées un petit peu en désuétude dans la communauté de la recherche, qui s'est en fait un petit peu détournée des méthodes de réseau de neurones artificiels pour s'intéresser à d'autres méthodes un peu différentes qu'on utilise toujours. Et donc, malgré ces succès, il y a eu relativement peu de suites à ces projets-là. À la fin des années 90, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres problèmes, et donc je n'ai pas trop travaillé là-dessus. Mais quand même, on pouvait appliquer ces méthodes-là pour faire la détection de visage, ce qui est une tâche relativement simple de vision. Donc ça, c'est des travaux qui datent du début des années 2000, mais on avait commencé à la fin des années 90 aussi. En fait, c'est le mariage de mes grands-parents. Et quelques années plus tard, on a pu construire des systèmes qui pouvaient détecter des piétons. Donc, il y a des applications évidentes de ça pour la sécurité automobile, par exemple, avoir des systèmes de vision dans les voitures qui détectent les piétons et qui font freiner la voiture avant de renverser le piéton. Il s'est avéré qu'on pouvait utiliser ces méthodes également pour faire ce qu'on appelle la segmentation d'images, donc par exemple des images biologiques ou médicales, pour essayer d'identifier des sous-structures dans les images biologiques et médicales. Et une des meilleures démonstrations de ça a été faite par mon collègue Sébastien Tsung, qui était à l'époque à MIT, qui est maintenant à l'université de Princeton. Il s'est intéressé à utiliser les réseaux convolutifs pour faire ce qu'on appelle la connectomique, c'est-à-dire reconstruire le circuit des neurones d'un petit morceau de cerveau. Donc là, je pense que c'est un morceau de rétine de lapin ou quelque chose comme ça. Et le réseau convolutif, en fait, est appliqué à chaque petit volume de cette image tridimensionnelle qui est obtenue par microscopie électronique et classifie chaque voxel, donc chaque élément de volume, comme faisant partie de la membrane d'une cellule ou étant à l'extérieur ou à l'intérieur de la cellule. Et à partir de ça, on peut reconstruire tous les dendrites et les axones des neurones et en fait essayer de trouver les connexions entre les neurones et reconstruire le circuit neuronal de ce petit morceau de tissu nerveux. Et en fait, récemment, ces techniques ont permis de découvrir des nouveaux types de neurones dans la rétine en particulier, et de comprendre comment fonctionne la rétine un petit peu mieux. Donc c'est une application du deep learning des réseaux convolutifs à la science.
Une autre application sur laquelle j'ai travaillé dans les années 2000 était pour le pilotage de robots mobiles. En fait, plutôt que de vous embêter avec des transparents, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc voilà, ce robot mobile, c'était un projet financé par la DARPA et fait en collaboration avec une petite compagnie du New Jersey qui s'appelle Netscale Technologies, qui maintenant en fait a été acheté par NVIDIA. Et le but du projet ici était de faire un système de vision qui permettait à un robot de se déplacer dans la nature. Donc c'est pas conduire sur les routes, c'est se déplacer un peu dans la nature. Ce robot avait 4 caméras, des ordinateurs pas très puissants dans le ventre. Et là, il utilise un système de vision un peu classique qui fait que, basé sur la stéréo, qui fait qu'il doit se rapprocher d'un obstacle pour être capable de le voir. En fait, la vision stéréo permet d'estimer la distance d'un objet, mais à condition de ne pas être trop loin. Et là, on active un système de vision à long terme basé sur un réseau convolutif qui permet au système de voir dès le départ qu'il y a un mur. Et donc, il faut contourner le mur pour pouvoir aller au but qui est derrière. Même chose ici. Un de mes acolytes, là, Marco, tient un émetteur de radiocommande dans les mains. Il n'est pas en train de piloter le robot. Il a le doigt sur le bouton de sécurité qui arrête le robot en cas de danger. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais disons que ce système permet de détecter chaque pixel de l'image en utilisant un grand contexte autour, comme étant soit une surface sur laquelle le robot peut rouler, soit au contraire un obstacle. Donc là, ce qui est représenté en vert, ce sont les zones sur lesquelles le robot peut rouler, donc qui sont plates relativement, et celles qui sont en rouge ou en violet sont celles qui sont des obstacles. Donc c'est le réseau convolutif en fait qui décide de cette traversabilité. Ensuite, on peut mettre tout ça dans une carte et puis utiliser la carte pour permettre au robot de naviguer et puis d'aller à un but particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et alors à la fin, on peut... donc il y a aussi un système de contrôle du robot que je vais vous montrer dans quelques secondes, qui lui permet de négocier les obstacles et de les contourner assez rapidement. Donc là, ce que vous allez voir, c'est une version du système dans lequel on a coupé le système de vision à long terme. Donc là, il n'utilise pas le réseau de neurones, il ne fait qu'utiliser la vision stéréo. Et donc il a besoin d'être relativement près d'un obstacle pour pouvoir le détecter, mais ça nous permet de tester le système de contrôle. Et voilà Pierre Sarmanet qui saute devant le robot, qui a vraiment confiance dans son code. Et Raya Hatzel qui a aussi contribué au code, qui a également très confiance. Cette vidéo est accélérée 2 fois. C'est un robot qui pèse une centaine de kilos et qui marche à peu près 6 km/h et qui peut vous casser les tibias si vous rentrez dedans. Alors la blague que je dis habituellement à ce moment-là, c'est que la manière dont je teste mes étudiants en doctorat, c'est que je leur fais écrire un code pour ce robot-là, et puis s'ils survivent, je les garde. Alors une autre application intéressante, qui en fait commence à avoir beaucoup d'applications pratiques, c'est ce qu'on appelle l'étiquetage d'image ou la segmentation sémantique, qui consiste à en fait étiqueter chaque pixel d'une image avec la catégorie de l'objet auquel appartient ce pixel. Donc par exemple, sur cette image ici, on a de la route, des voitures, des bâtiments, etc. Et chacun de ces pixels-là est étiqueté avec la catégorie. Donc d'une certaine manière, c'est un petit peu la tâche ultime d'un système de vision artificielle. Et on pourrait bien sûr imaginer qu'un système de pilotage automatique d'une voiture aurait besoin de ce genre de représentation pour pouvoir naviguer en toute fiabilité dans une rue. Donc c'est un système qui a été construit il y a assez longtemps, en fait, qui date de 2009, et qui n'est pas entièrement parfait, bien sûr, mais pour l'époque, qui était le meilleur système de ce type. Et en fait, on est arrivé à le faire tourner en temps réel sur une petite plateforme spécialisée qu'on a implémentée sur un FPGA, pour ceux d'entre vous qui savent ce que c'est. Bien sûr, beaucoup d'eau a passé sous les ponts depuis. Deep Learning a remporté il y a une espèce d'engouement pour ce genre de méthode. Et en particulier, il y a plusieurs compagnies qui travaillent sur des chips spécialisés pour faire tourner ces algorithmes-là et les mettre dans les voitures pour que les voitures se pilotent toutes seules.
Et ça va arriver, les premiers systèmes de ce type-là vont sortir d'ici 1 an. En 2012, il s'est passé une mini-révolution due à l'émergence des GPU, donc Graphical Processing Units, donc des cartes graphiques faites pour les jeux essentiellement, et qui sont en fait capables de puissance de calcul absolument énorme. Donc c'est 1 trillion à l'américaine, c'est 1 billion à la française d'opérations par seconde. En fait, les cartes modernes en font plutôt 10. Et ça permet en fait de faire tourner ces réseaux de manière assez rapide, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et aussi une base de données est apparue qui s'appelait ImageNet, qui avait un peu plus d'1 million d'exemples pour entraîner ces systèmes-là. Et ça a permis d'entraîner des réseaux convolutifs de taille très, très grande, donc du type de ceux que j'ai utilisés pour la démo tout à l'heure, et qui spontanément, après apprentissage, en fait, apprennent ces détecteurs de caractéristiques disons, de contours orientés dans les couches basses, et puis de concepts plus sophistiqués dans les couches hautes. En fait, c'est une compétition qui a lieu tous les ans. En 2012, il n'y avait qu'une seule équipe qui a utilisé le réseau convolutif, c'est mon ami Jeffrey Hinton, qui à l'époque était professeur à l'Université de Toronto, qui maintenant travaille à Google, et deux de ses étudiants. Ils ont produit un système qui s'appelait Supervision. L'année d'après, à cause du fait que la performance de leur système était bien meilleure que les méthodes en lice, la plupart des équipes en fait, ont commencé à utiliser le réseau convolutif. Donc ça a créé une mini-révolution en vision par ordinateur où les gens se sont mis à sauter sur l'occasion, d'une certaine manière. Et à chaque fois que plus d'équipes rejoignent l'effort, le taux d'erreur décroît. Donc maintenant, on est sur cette base de données à peu près un peu moins de 5% d'erreur, ce qui correspond à peu près au taux d'erreur que ferait un humain bien entraîné qui connaît les différences entre des races de chiens, etc. Voilà une petite vidéo du processus d'apprentissage. Donc ça, ce sont les poids de la première couche représentés de manière graphique. Et l'algorithme d'apprentissage est en train de tourner et on voit que le système passe d'une configuration aléatoire à une configuration un peu organisée où il y a ces détecteurs de contours orientés qui apparaissent spontanément. Et ça se passe relativement rapidement, ça, en quelques minutes ou quelques heures d'apprentissage. Donc avec ces systèmes, on peut détecter des objets, les localiser, même s'il y a plusieurs objets. Apparemment, le système est très bon à détecter des burritos, je ne sais pas pourquoi. Même des objets qui se recouvrent, comme les oiseaux. Des objets de tous les jours, des instruments de musique, le hautbois, distinguer les moutons des chiens blancs, etc. etc. Et une application qui a été déployée récemment, par Facebook en particulier, consiste à faire de la reconnaissance de visage. Alors, c'est très intéressant pour les utilisateurs de Facebook d'avoir la reconnaissance de visage, parce que quand on télécharge une image, une photo sur Facebook, nos amis sont étiquetés automatiquement par ce système, si on choisit de bien vouloir être étiqueté. Alors, je vous le dis tout de suite, cette fonction n'est pas activée en Europe. Elle est activée partout ailleurs dans le monde, mais pas en Europe. Parce que le public n'est pas prêt, parce que les gouvernements n'aiment pas trop ça. Donc, ce n'est pas activé en Europe. Mais ça semble être très utile aux utilisateurs. Et donc c'est un réseau convolutif, en fait, dont la performance est pratiquement au niveau de la performance humaine, en tout cas pour des vues frontales. On a utilisé les réseaux convolutifs aussi pour d'autres applications, comme l'estimation de la position, de la pose d'un corps humain, donc qui permet un peu d'identifier le type d'activité que la personne est en train de faire. Et peut-être de reconstruire un modèle 3D. Donc on peut imaginer qu'il y a des applications de ça, la téléprésence, et puis la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc. Alors je vais passer un petit peu plus rapidement. Et puis un nouveau type d'application concerne la classification de vidéos. Donc c'est un travail qui a été fait à Facebook aussi, en collaboration avec l'Université de Dartmouth, par mon collègue Rob Fergus et Lubomir Bourdeff et leurs collaborateurs, Manohar Palluri en particulier. C'est un gros réseau convolutif qui fait des convolutions non seulement spatiales mais aussi temporelles pour pouvoir identifier une activité qui se passe dans une vidéo. Donc on peut voir une vidéo comme une espèce de volume tridimensionnel dans lequel chaque image est une image bidimensionnelle et puis
on les empile. Donc voilà une petite vidéo dans laquelle on montre les catégories identifiées par le système. Donc ce sont des activités sportives. Cette base de données en fait, a été produite par Google et a été mise disponibilité par Google. Et mon ordinateur est parti voilà, dans le rêve. Donc ça, ce sont des activités un petit peu plus similaires les unes aux autres, donc qui sont un peu plus compliquées à identifier. Elles concernent toutes le patinage, d'une certaine manière, mais le système quand même... alors là, ce n'est pas du patinage, mais c'est un peu bizarre. Disons que c'est des sports un peu plus inhabituels. Ça, c'est vraiment un sport très inhabituel. Il y a des gens qui font ça. Et on peut aussi utiliser ces techniques pour autre chose que les vidéos sportives, pour identifier des types de vidéos, des activités, des objets dans les vidéos, etc. Donc en fait, ça permet à la fin de trier ces vidéos, de les indexer, de permettre la recherche, de les apparier avec les intérêts des utilisateurs. Donc si vous êtes vraiment intéressé par les dessins animés japonais, on va vous montrer des dessins animés japonais, ou par le violoncelle. Et puis, bon, reconnaître des animaux, etc., des activités diverses et variées. Alors, comme je vous le disais précédemment, il y a pas mal de compagnies qui travaillent sur des implémentations, ou des implantations plutôt matérielles de ces algorithmes. Et d'ici, dans les années qui viennent, des compagnies comme NVIDIA, Intel, Mobileye, Qualcomm, Samsung vont produire des circuits spécialisés pour ces méthodes qui vont permettre de donner la vue, d'une certaine manière, à nos téléphones intelligents, à nos robots aspirateurs, à nos voitures, à nos caméras, etc. Donc ces réseaux sont très largement déployés. Pour vous donner une idée de l'échelle, les utilisateurs de Facebook téléchargent 600 millions d'images par jour sur le site de Facebook. Donc c'est simplement Facebook, ça ne compte pas WhatsApp, Instagram, etc. Si on compte ces autres applications, c'est plutôt dans les 2 milliards par jour. Chacune de ces 600 millions de photos, en moins de 2 secondes, est envoyée à 2 réseaux convolutifs. Un qui fait l'identification des objets dans l'image pour faire le tri, l'appariement avec les intérêts des gens, etc. Et un autre qui fait la reconnaissance des visages, encore une fois, pas en Europe. Et donc ça nécessite une infrastructure assez énorme, en fait, pour pouvoir faire ça. Mais c'est déployé extrêmement largement. Et bientôt, ça va être partout. Alors, il y a une autre classe d'applications de ces réseaux convolutifs qui concerne le traitement de langage naturel. Et ça, c'est un petit peu nouveau. En fait, on s'attend à une révolution dans les systèmes de compréhension de langage naturel grâce à l'apprentissage profond. En particulier grâce à des méthodes qu'on appelle des méthodes d'embedding, en bon français, qui consistent à représenter les mots ou des textes par des vecteurs, donc des grandes listes de nombres, de telle manière à ce que ces vecteurs puissent on puisse faire des opérations sur ces vecteurs en fait, qui permettent de raisonner, de manipuler des concepts. Alors, par exemple, il y a une technique particulière qui s'appelle Word2Vec, qui a été inventée par un certain Tomasz Mikolov, qui à l'époque était à Google, qui maintenant est à Facebook, et qui... oui, il y en a plusieurs comme ça. Et qui permet de représenter des mots par des vecteurs. Et ici, on a une espèce de représentation de ces vecteurs qui fait que la relation entre les vecteurs qui correspondent à 2 mots, en fait, est un vecteur fixe. C'est-à-dire que la relation, par exemple, entre la Chine et Pékin est la même relation qu'entre la France et Paris. Donc c'est le même vecteur qui lie ces 2 points. Et donc, on peut faire des opérations amusantes, comme on peut prendre Pékin, soustraire la Chine, ajouter la France, et on obtient le vecteur pour Paris. On obtient un vecteur très proche de Paris. Donc ça permet de faire des analogies, du raisonnement, etc. Encore plus fort, on peut représenter des questions et des réponses par des vecteurs, ce qui nous permet de comparer les questions et les réponses en calculant une distance entre vecteurs, essentiellement. Et ça permet de faire des systèmes de questions-réponses, en fait, qui sont de bien meilleure performance que ce qu'on pouvait faire avant. Donc on entraîne un système, en fait, à encoder des textes, soit des questions, soit des réponses, dans un espace de vecteurs, de telle manière à ce que les questions et les réponses qui correspondent soient proches l'une de l'autre, et de manière à ce que les questions et les réponses qui ne correspondent pas soient loin l'une de l'autre. Donc encore une fois, une technique d'embedding. Et ça permet en fait, de faire des systèmes qui répondent à n'importe quelle question.
Alors, je vais vous passer un petit peu sur les détails, je vais vous montrer un autre exemple tout à l'heure. Et une application particulière de la représentation de texte par des vecteurs a été montrée par un travail qui a été fait à Google et un autre travail à l'Université de Montréal par l'équipe de Yoshua Bengio, qui consiste à utiliser ce qu'on appelle les réseaux récurrents, donc c'est une architecture particulière de réseau, donc là, il y a des boucles, et qui permet en fait de traduire un texte d'une langue à une autre. Donc on prend un texte en anglais par exemple, et on le passe dans ce réseau récurrent qui extrait un long vecteur qui représente le sens de la phrase. Et ensuite, il y a un autre réseau récurrent qui régurgite la phrase dans une autre langue, par exemple le français. Et ces systèmes, en fait, ont des performances qui sont très similaires, en fait, un petit peu plus élevées que les techniques un peu plus classiques d'appariement statistique de phrases. Elles ne sont pas encore vraiment pratiques d'un point de vue déploiement, parce qu'elles sont un peu chères au niveau calcul. Mais elles sont en train de faire d'énormes progrès, donc il est très probable que d'ici peu, les systèmes de traduction automatique en fait, soient basés sur des réseaux de neurones. Et puis bon, je vais terminer sur une nouvelle technique inventée à Facebook qui s'appelle les réseaux neurones à mémoire, Memory Networks, qui permettent de en fait, doter ces réseaux de neurones d'une espèce de mémoire à court terme, similaire au rôle que joue dans le cerveau l'hippocampe, qui est la structure qui nous permet de se rappeler de faits pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Et ce que peut faire ce système, c'est peut-être un petit peu trop petit pour que vous puissiez lire, surtout si vous êtes dans le fond, mais on a un petit texte ici d'une quinzaine de phrases en fait, qui décrit les événements principaux du Seigneur des Anneaux. Alors si vous n'avez pas vu le film, si vous n'avez pas lu les romans, c'est un spoiler, ne lisez pas la fin. Et donc on fait lire ce texte au système, et puis ensuite on lui pose des questions sur le texte. Alors où est l'anneau, où est Bilbo, où est Frodo, etc. Et le système peut répondre parce qu'il a stocké en mémoire en fait l'histoire et il y a une représentation sous forme de vecteur de l'histoire. Voilà, alors je vais arrêter ici. Je voudrais juste dire que bon, on a l'impression qu'on est dans une phase de progrès rapide et intense en intelligence artificielle qui nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire encore il y a 2-3 ans. Et c'est effectivement le cas. Gros progrès en reconnaissance de la parole, en reconnaissance de l'image, maintenant en compréhension de texte. Mais il y a quand même certaines choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas faire, et qui sont vraiment essentielles pour pouvoir construire des machines plus intelligentes, disons. Et il y a une question particulière ou un mode d'apprentissage particulier qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Donc en tant qu'humains, les animaux, n'apprennent pas comme ces machines que je vous ai montrées, pour lesquelles on est obligé de donner le nom de chaque objet qu'on montre à la machine. Naturellement, nous, on apprend la structure et l'organisation du monde de manière spontanée, simplement en vivant dans le monde, sans qu'on ait besoin de nous dire le nom de tous les objets avec lesquels on interagit. Certainement pas pour les animaux qui n'ont pas le langage. Donc sur quel principe baser l'apprentissage non supervisé? En fait, on ne sait pas. On a plein d'idées sur l'apprentissage non supervisé, plein de choses qu'on a essayées, mais elles ne marchent pas aussi bien que ce qu'on peut observer dans la biologie. Donc c'est un énorme obstacle, en fait, à résoudre avant de pouvoir construire des machines vraiment intelligentes qui pourraient, par exemple, spontanément découvrir le fait que le monde est tridimensionnel, simplement en observant des vidéos. C'est évident pour nous, mais en fait, c'est quelque chose qu'on apprend, on n'est pas né avec. Le fait qu'un objet peut passer devant un autre et le cacher, et le fait que l'objet qui est derrière existe toujours, c'est quelque chose qu'on apprend quand on est enfant, à quelques mois. Et donc on voudrait bien que les machines puissent apprendre ça aussi spontanément de manière non supervisée. On ne sait pas le faire. C'est une grosse question pour les années qui viennent. Merci de votre attention.